Bismillah. La flotte Miran avait mis en panne sur la proue du Weyhangst Sverd le Rouge, chef du clan Rodéen. Attendez, la vigie qui lui avait annoncé la Venflo l'avait aussi prévenu de ce qu'il abordait le pavillon jaune. Un signal que les fils des vagues n'aimaient guère. Sverd le Rouge avait des raisons personnelles d'être soucieux. Jarvis était son ami, c'était lui qui avait fait adopter le Hélanite par son clan. Nul n'avait envie, devant son air farouche, qu'accentuer un front buté, de troubler sa malédiction, sa méditation. D'ailleurs, tous les Rhodéens ressentaient le même souci. Jarvis était des leurs désormais, et c'était un peu comme si l'épidémie avait frappé un de leurs propres bâtiments. Cunan, le second du Weyhangst, osa enfin troubler la méditation du capitaine. Que faisons-nous demanda-t-il. Le médecin du bord se propose d'aller au-devant de la Venflo. Ne sois pas aussi impatient, coupa Sverd. Ils n'ont pas l'air trop mal en point. Regarde, ils sont sur le pont, debout. Alors que signifie le pavillon jaune? Crois-tu qu'il s'agisse d'une ruse? La vigie qui avait signalé la Venflo avait également mentionné ses poursuivants. Les Rhodéens connaissaient la présence d'une importante flotte de chasseurs au sud de l'équateur. C'était même la raison pour laquelle ils s'étaient déroutés. De là à faire le rapprochement entre les poursuivants de Jarvis et les chasseurs de Corks, il n'y avait qu'un pas. Cependant, supposer que Jarvis avait tenté d'effaroucher l'ennemi en brandissant le spectre d'une épidémie n'expliquait pas qu'il bâtît, toujours pavillon jaune, à l'approche de ses alliés. As-tu remarqué une chose dit Sverd. Il n'a pas venu droit sur nous, mais s'est arrangé pour toujours avoir vent debout. Laissons-lui l'initiative des opérations. Précisément, Jarvis amena les voiles de son sloop. Il jeta l'ancre flottante. La Venflo se trouvait à une bonne distance du Weyhangst. Uriel et Jarvis prirent place sur le canot. Il y avait un troisième homme, également, que Sverd ne connaissait pas. On dirait qu'il quitte la Venflo, murmura Sverd. Jarvis n'abandonnera pas son navire. Il sait ce qu'il fait. Il y a quelque chose à bord de ce navire dont il ne veut pas qu'on s'approche. Il est encore loin. Je crois que je vais te laisser aller au-devant de lui. Malgré tout, prends une baleinière. Tu pourras le tracter. Cunan était déjà parti. Quand il parvint à une centaine de mètres du canot, Jarvis lui fit signe de ne pas s'avancer davantage. Uriel et l'inconnu plongèrent. Jarvis les suivit de peu.
Bismillah. L'accueil que réservèrent les Mirans à leur hôte fut à la mesure de leur soulagement. Il ne s'agissait pas d'une maladie contagieuse. Les justifications rapides avancées par Jarvis ne retinrent pas l'attention. Il serait toujours temps d'apprendre les raisons pour lesquelles le Hélanite abandonnait son navire. Que tu voulais tes poursuivants demanda Sverd. La débandade provoquée par l'apparition de ces voiles le ravissait. C'était un homme trapu qui semblait toujours prêt à repousser un assaut, sans doute à cause de cette habitude de pencher la tête en avant, ou de ses yeux d'un noir brillant. Il n'appréciait pas particulièrement d'avoir à se battre, et plus d'une fois Jarvis l'avait vu se dérober parce qu'il jugeait un affrontement inutile. Mais il aimait à intimider. On retrouvait fréquemment ce paradoxe chez les Mirans, qui se fâchaient de la mauvaise réputation dont ils jouissaient, mais tiraient une secrète fierté du respect craintif qu'il inspirait. Jarvis éluda la question. Il ne pouvait y répondre sans tout reprendre depuis le début. Or, l'hospitalité exubérante des Mirans ne s'accommodait pas d'un long récit. Chacun voulait saluer Jarvis et Uriel, même Growen eut droit à un accueil qui le décontenançait. Les enfants assaillirent les nouveaux venus de questions. Leurs parents les réprimandaient, mais sans conviction. Eux aussi voulaient savoir. Néanmoins, il n'était pas juste que seuls ceux du Weyhurst profitaient du récit. Il devait se passer quelque chose de bien inhabituel pour que cette région d'ordinaire, délaissée, soit le lieu d'une rencontre entre Jarvis et ses ennemis. Sans qu'on sût très bien d'où en venait l'ordre, les bâtiments de la flotte se rangèrent dans une position que Jarvis connaissait bien. Il se préparait à former la plateforme. Sverd aussi avait remarqué le manège. Il savait qu'on attendrait son ordre avant de la construire, effectivement, mais aussi qu'il devrait s'expliquer s'il s'opposait à ce que tous attendaient. Je suppose que tu as beaucoup de choses à nous apprendre, dit-il à Jarvis. Peut-être désires-tu rencontrer le conseil des capitaines? Je parlerai devant les fils des vagues, répliqua Jarvis, d'une voix assez forte pour que l'équipage l'entendît. Cette réponse en apparence anodine signifiait que la communication de Jarvis engageait l'avenir de la tribu. De toute évidence, Sverd ne s'y attendait pas. Cela concerne les chasseurs de Corks demanda-t-il gravement. Non, je ne puis t'en dire davantage pour le moment. Mon récit ne se résume pas simplement. Il faut que tu saches combien je suis heureux de vous avoir rencontré. Ce que j'attends de la réunion des équipages, c'est un avis, un conseil. Tu n'es pas coutumier du fait, remarqua Sverd. Chez le nomade, la pratique était courante. Par contre, Jarvis était connu pour prendre ses décisions seul. Derrière l'ironie de Sverd perçait un fond d'inquiétude amicale. Jarvis leva la main. Les quelques rires soulevés par la plaisanterie du capitaine se turent aussitôt. Jarvis rejeta en arrière sa mèche rebelle, mouilla ses lèvres et donnant à ses paroles toute la solennité voulue, déclara: J'ai un choix à faire, un choix difficile, qui n'engage pas que mon avenir. Uriel, habitué aux palabres des nomades, ne paraissait pas affecté par le caractère théâtral du dialogue. En revanche, Growen fut frappé par la gravité des visages qu'il avait vus rieurs quelques minutes auparavant. Sverd s'efforça de détendre l'atmosphère. Un dilemme, voilà qui intéressera sûrement le vieux Parson. Il est donc ici demanda Uriel. À bord du Dactys. Il doit piaffer d'impatience à l'idée de vous revoir. Comme Jarvis, Parson était originaire de Elan. Il avait suivi le jeune homme lorsque celui-ci avait été adopté par les Mirans. L'errance des nomades ne le changeait guère. Il avait passé sa vie à vagabonder d'île en île et ne concevait pas qu'on pût rester plus de quelques mois au même endroit. Toute gravité avait disparu. Même Jarvis, maintenant qu'il avait officiellement convié les Rhodéens à participer à la discussion, abandonnait l'attitude rigide adoptée pour la circonstance. Il discutait avec Sverd, résistant courageusement aux bourrades que lui assèneient quelques marins trop courdieux. Un long coup de sifflet retentit. Le signal était donné. Une sorte de radeau fut mouillé, auquel les 8 bâtiments de l'escadre vinrent s'amarrer. À partir de cette ossature, on assembla un réseau de passerelles. Ainsi, on pouvait passer d'un navire à l'autre à pied sec, et même se réunir sur cette esplanade articulée qui se soulevait et s'abaissait lentement au rythme des vagues. La nuit tombée, on alluma les torches.
Bismillah. Devant le Mirins attentif, Jarvis juchait sur une estrade improvisée quant à son aventure. Il évoquait l'histoire du quatrième règne, sa tragédie, ses espoirs, puis il parla de Lavenflow, abandonné à quelque distance de là, porteur de l'invasion. Voilà, dit-il en guise de conclusion, vous en savez autant que moi. Je ne pense pas que nous transportions des germes sur nous. De toute façon, nous ne devons craindre les champignons que si le contact avec le cristal est maintenu. Et celui-ci se trouve encore sur Lavenflow. Le silence retomba sur la mer. Seul le grincement des gréements venait le troubler. Puis un murmure naquit quelque part, se propagea de place en place et s'enfla. Les Mirins commentaient à mi-voix le récit de Jarvis. La rumeur ayant atteint un point culminant, faiblit pour mourir bientôt. Les Mirins attendaient de savoir ce que Jarvis voulait d'eux. Sverd résuma la pensée de tous en posant clairement la question. Un conseil, répondit Jarvis, j'ai le choix entre deux solutions. Brûler Lavenflow et détruire ainsi les germes de l'invasion, ou faire confiance au cristal et l'aider. Mes compagnons, du geste il désigna Uriel et Groen, assis au premier rang, et moi-même sont partagés sur la conduite à tenir. Mais on ne peut s'attendre à ce que nous jugions la tête froide après avoir été mêlés d'aussi près aux événements. C'est pourquoi je sollicite votre avis, moi que souvent vous avez brocardé pour mon indépendance forcenée. Je vous demande, que dois-je faire? L'instant de stupeur passé, la rumeur s'enfla à nouveau. Les Mélins aimaient à palabrer et Jarvis leur fournissait un sujet de choix. Uriel encouragea Jarvis du regard. Il lui sourit. Elle le savait tendu. Il risquait Lavenflow, plus encore. Un vieux rêve, amoureusement caressé, cette conduite étrange montrait bien le désarroi où il se trouvait. Soudain, elle surprit un regard que Jarvis jetait à l'assemblée. Ce qu'elle y lut la figea. Ce regard acéré, guettant les réactions au sein des groupes, ne correspondait pas à l'humilité de son discours. Ce fut ce moment que le vieux Parson choisit pour prendre la parole. Il leva un bras décharné pour demander le silence et, enjambant les Mirins assis, gagna l'estrade comme à l'accoutumée. Une expression ironique plissait son visage maigre. Il adressa un salut bouffant à la foule, son vêtement rafistolé qu'il se refusait obstinément à changer, et ses yeux candides le faisaient paraître inoffensif. Pourtant, cet homme avait affronté avec succès les plus célèbres orateurs et passé pour un redoutable critique. Vient-il en allié? Se demandait Jarvis. Jamais, dans le passé, il n'avait eu à se plaindre du concours du vieillard. Celui-ci était écouté des Mirins. Ses conseils s'étant toujours avérés judicieux. S'il soutenait le parti de Jarvis, la victoire serait plus facile, mais il n'était pas homme à laisser passer son amitié avant ses convictions. Plutôt que de faire part aux Mirins de son avis, Parson s'adressa directement à Jarvis. Il me semble, dit-il, que tu oublies une solution. Cela m'étonne de ta part. Tu peux accorder ta confiance au cristal et ne rien faire pour l'aider. Somme toute, il me paraît en l'état plutôt inoffensif. Et les champignons sont pour le moment circonscrits. Alors pourquoi ne pas laisser le temps nous éclairer sur les véritables intentions de ces mystérieux visiteurs? Tu as raison, c'est une possibilité, reconnut Jarvis à contre-cœur. Bon, le point étant éclairci, il serait peut-être temps de nous dire ce que le cristal attend des hommes. Il s'agit de remplacer le Créateur dans le quatrième règne, n'est-ce pas? Jarvis baissa la tête. Sa gorge se noua. Lui aussi avait cru ce que Parson déduisait de ce récit. Mais le cristal l'avait détrempé. La désillusion avait été si cruelle qu'il n'avait même pas osé révéler à Uriel ce qu'il lui fallait maintenant avouer devant tous. Il devait étouffer dans le cœur des plus ardents l'espoir qu'il avait fait naître. Parson, qui s'imaginait que Jarvis tentait d'entraîner les Mirins dans cette grandiose aventure, mesura son erreur à l'expression de tristesse soudainement apparue sur les traits du Elanite. Jarvis aspira longuement. Pourtant sa voix était sourde quand il déclara « L'espèce humaine n'est pas adaptée au quatrième règne. Le cristal s'est trompé en se posant sur Thalassa. Il a cru, en découvrant une espèce intelligente pourvue de mains, une espèce qui connaissait déjà la technique. Il a cru avoir touché au but. Ces êtres ne souffriraient pas des mêmes troubles que les fragiles créateurs. Il s'est trompé, disais-je. Les hommes ne sont pas ce qu'ils cherchaient. Or, le temps presse.
Les quelques créateurs embarqués à bord du vaisseau spatial n'en ont plus pour longtemps. Et les deux autres règnes ne se résolvent pas à accepter l'amputation. Il a joué sa dernière carte. Il a pensé qu'il y avait peut-être des êtres différents de ceux que le hasard avait menés vers lui. Justement, coupa Parson, s'il était pressé, pourquoi confier au hasard le soin d'une rencontre? Il ne s'agit pas d'une maladresse ni d'une incohérence, répliqua Jarvis. Je ne prétends pas comprendre les subtilités du comportement de ces êtres, mais je sais que la construction du radeau d'algues était concertée. Il s'agissait d'une première rencontre, celle du règne minéral et du règne végétal. Les voyageurs ne prétendaient nullement ravir à ce monde un de ces éléments, celui dont ils avaient besoin. Ils ne désiraient pas s'y installer en conquérant, mais voulaient au contraire s'y intégrer. Il leur paraissait souhaitable de faire participer à leur nature trois espèces de la planète, choisies pour représenter chacune un règne. Parson hocha la tête et invita du geste le jeune homme à reprendre son discours là où il l'avait interrompu. Je disais donc, poursuivit Jarvis, que le cristal a pensé que j'étais différent des autres. Il faut croire que ma légende. Le reste de la nuit fut consacré à la discussion. On prenait fait et cause pour les propositions de Jarvis. Parmi les plus jeunes, nombreux étaient ceux qui manifestaient le désir de suivre le cristal sur la route des étoiles. Les arguments qu'on leur opposait n'étaient pas sans valeur. Les discussions n'en finissent pas. Pourtant, Jarvis savait trouver plus de volontaires qu'il ne lui en fallait. Il ne lui restait plus qu'une question à résoudre. Fouillant la foule de la plateforme, il se retrouva sur le gaillard avant du Weyhangst. Uriel l'y attendait. Ils restèrent un moment, silencieux, appuyés l'un contre l'autre, au plat-bord, à contempler le reflet de Néré sur la crête des vaguelettes. C'était une belle nuit tropicale, chaude et calme. Un paysage tranquille, de ceux qu'on aime à évoquer le soir de nostalgie. Thalassa s'était faite douce pour tenter de retenir les voyageurs. Ce fut Uriel qui rompit le silence. Es-tu sûr de ne jamais regretter demanda-t-elle. Regretter quoi répliqua Jarvis. Ce monde où tu es né. Les longues courses de la Venflo. Tu sembles croire que je vais les perdre. Uriel observa son compagnon à la dérobée. Il fixait du regard un horizon absent. Elle le connaissait assez pour se méfier de sa façon détournée d'aborder le problème. Il avait le don de laisser croire à un libre choix quand il imposait sa décision. Mais ce n'était pas ce qu'il cherchait. Il était sincère en remettant en jeu son départ. Tu meurs d'envie d'accepter la proposition du cristal, dit-elle. C'est vrai, reconnut-il, mais je ne partirai pas sans toi. Ne serait-il pas plus simple que tu me demandes de te suivre ironisa Uriel. Mais la plaisanterie tourna court. Jarvis était vraiment sérieux. Tu m'as posé une question tout à l'heure, à laquelle je n'ai pas répondu. Non, je ne suis pas sûr de regretter d'être parti, si je pars. Comme je n'ai pas la certitude de toujours me réjouir d'être resté, si je reste. Alors j'imagine ce que ce choix peut représenter pour toi. Toi qui étais fille de l'unique continent de cette planète. Tu as accepté pour partager ma vie de me suivre sur la mer. Mais il te restait au moins la possibilité de regagner la terre, si le voyage te pesait trop. Tu n'auras pas ce réconfort cette fois. Je n'ai pas le droit de t'imposer une telle épreuve si tu ne le désires pas. Uriel se serra davantage contre lui. Crois-tu vraiment que je pouvais revenir sur mes pas? D'ailleurs, je ne t'ai pas suivi, je t'ai accompagné. Navré de vous déranger, jeunes gens, s'écria une voix dans l'obscurité, mais j'aimerais avoir un entretien particulier avec vous. Jarvis savait ce que le vieux Parson venait de lui demander. Que pense le Rhodéen de tout cela interrogea-t-il. Parson n'avait pas manqué de traîner de groupe en groupe avant d'arriver jusqu'ici. Ils estiment que de deux mots, il faut choisir le moindre, comme il se doit, répondit Parson. Il affectionnait ces réponses ambiguës qui exaspéraient la curiosité de l'interlocuteur et l'amenaient à plus d'attention. Que veux-tu dire demanda Jarvis, se prêtant au jeu. Si les étrangers n'ont pas que des intentions louables, il vaut mieux les éloigner de Thalassa. Cela signifie que les Myrins sont disposés à laisser certains des leurs s'embarquer dans le vaisseau du quatrième règne. Bien sûr, dit Parson, il vaut mieux prendre quelques dizaines d'hommes que toute une planète, ajouta-t-il en clignant de l'œil. Le plus difficile va être de choisir lesquels. À ce propos, je plains ces pauvres Rhodéens. Ils se résoudront avec peine à me perdre.
Du moins, je l'espère. J'en suis certaine, dit Uriel. Tu n'as rien perdu de ta gentillesse, ma belle, remarqua Parson en esquissant une révérence. Sois-en remerciée. Brusquement, la voix du vieillard changea d'intonation. Plus d'ironie, le ton était redevenu grave. Si tu ne m'emmènes pas avec toi, dit-il à Jarvis, je ne t'en voudrais pas, dit-il. Je comprends qu'on ne s'embarrasse pas d'un homme de mon âge dans un tel voyage, surtout que le nombre des passagers doit être limité. Combien de lus 50 100 Guère plus d'une vingtaine, laissa tomber Jarvis. Dans ce cas, personne ne finit pas sa phrase. Il se savait exclu. S'il m'était donné de choisir, dit Jarvis, je t'emmènerai. Mais ce n'est pas moi qui décide. Quelles sont mes chances auprès du cristal? La voix de Parson avait retrouvé toute sa causticité. Je crois qu'il rejetterait ta candidature, reconnut Jarvis, mais la décision ne lui revient pas. C'est le quatrième règne qui retiendra les critères du choix. Les intelligences différentes des végétaux et des créateurs interviendront autant que la logique du cristal. Nous ne pouvons présumer du résultat. Avant ton arrivée, nous discutions, Uriel et moi, sur ce que nous allions faire. Or, cette discussion était peut-être inutile. Je ne suis pas moi-même certain d'être choisi. Je n'ai aucune expérience de voyages spatiaux. Il serait absurde. Le lendemain fut consacré à l'examen des candidats. Sverd avait pris la tête des opérations. Il fallait éliminer tous ceux qui n'avaient pas pleinement mesuré les conséquences de leur acceptation. Jarvis s'abstint d'intervenir. Sverd s'était porté volontaire le premier, sous couvert de mesurer les convictions des uns et des autres. Il préparait le clan au choix d'un nouveau chef. Jarvis n'avait pas prévu cette difficulté. Indifférent au mouvement qui agitait la plateforme, il contemplait l'Avenflow lointain. Grâce à ses ancres flottantes, le sloop ne dérivait pas. La distance était trop grande pour que le contact avec le cristal soit maintenu. Malgré son désir de sentir sous ses pieds le pont de l'Avenflow, Jarvis ne voulait pas y revenir avant que tout fût clair. À vrai dire, il n'avait aucune idée de la manière dont les choses se passeraient. Il supposait que le cristal avait ses raisons pour ne pas l'éclairer davantage. Même avec la compréhension diffuse qu'il avait du quatrième règne, il croyait les deviner. Les problèmes d'organisation et d'approvisionnement concernaient l'élément minéral du quatrième règne. Le cristal n'en parlait pas, non parce qu'il voulait les cacher, mais parce que, selon son optique, ces détails n'intéressaient pas les hommes. Puisqu'il n'avait jamais retenu l'attention des créateurs. En un sens, il avait raison. La curiosité en venait à Jarvis maintenant, c'est-à-dire bien tard. L'Avenflow courait les océans bien après que lui-même aurait quitté la planète. Barré par un équipage Miran, ce serait la dernière trace qu'il laisserait sur Thalassa. La nuit le surprit dans cette attitude méditative. Sans doute serait-il resté encore longtemps à contempler son navire si Uriel n'était venu le chercher. L'alerte fut donnée un peu avant l'aube. Jarvis, réveillé en sursaut par les cris, se rua sur le pont. Uriel se précipita à sa suite. Un désordre indescriptible régnait sur la plateforme. Chacun regagnait son bord. Des enfants effrayés par ce remue-ménage pleuraient. Que se passe-t-il demanda Jarvis à Groen qui courait avec les autres. Je n'en sais rien. Une attaque, je crois, cria le pêcheur avant de disparaître. Sverd est là-bas, dit Uriel. Je viens de l'apercevoir sur le gaillard d'arrière. Jarvis se précipita dans la direction qu'elle indiquait. Uriel sur les talons. Que signifie ce branle-bas demanda-t-il, dès qu'il eut rejoint le capitaine. Nous avons de la visite, répliqua Sverd. Tes amis les chasseurs, je suppose. Son calme contrastait avec l'agitation du pont. Jarvis n'avait pas vu tout de suite les bâtiments de la confrérie, car aucun n'était éclairé. Mais à présent que Sverd avait attiré son attention sur eux, il distinguait la masse sombre des navires. Ils étaient dangereusement proches. Je ne pensais pas qu'ils oseraient nous attaquer, dit Sverd. Je n'avais donc pas mis en place de sentinelles. C'est un hasard, si nous les avons aperçus avant qu'il soit trop tard. Tu crois qu'ils ont l'intention de nous attaquer demanda Uriel. Il y avait plus d'incrédulité que de peur dans sa voix. Les Mirans, le fait était notoire.
possédaient des armes en grand nombre et savaient s'en servir. Lors de la poursuite qu'ils avaient engagée contre la Venflo, les chasseurs avaient administré la preuve qu'ils n'étaient pas aussi bien équipés. S'ils n'ont pas allumé les fanaux alors qu'ils naviguent en formation, c'est qu'ils ont de mauvaises intentions, remarqua sèchement le Rhodéen. Ils cherchent peut-être à nous contourner sans se faire repérer, suggéra Uriel, un peu vexé par la réponse de Sverd. Après tout, ils portent un chargement précieux, et elle se tut avant de faire allusion à la réputation de piraterie des nomades, sachant combien celle-ci les rendait furieux. Mais Sverd ne releva pas. Jarvis répondit à sa place. Il leur était facile de passer au large. Nous ne gardons aucun détroit, il me semble, dit-il énervé. Ils restèrent un moment silencieux. Dans quelques minutes apparaîtraient les premiers rougeoiements de l'aube. Les bâtiments ennemis approchaient, aucun doute. Ils avaient mis le cap sur la flotte Mirin, dont les fanaux se voyaient de loin. De temps à autre, Sverd se retournait pour surveiller le démontage de la plateforme. Elle était comme une chaîne entravant un fauve. Comment se défendre efficacement si on ne pouvait manœuvrer? Par chance, la flotte ennemie était encore lointaine. Pendant que les uns s'activaient à ces travaux, les autres se préparaient à la bataille. On sortait les haches, les coutelas et même les précieux fusils. Le Weyhangst était même pourvu d'un mortier. Je n'aime pas cela, dit Sverd. Si seulement nous n'étions pas amarrés, nous pourrions nous enfuir. Les plus lourds de leurs navires ne pourraient pas nous rejoindre. Les chasseurs de Corks n'avaient peut-être pas la maîtrise des Mirins, mais il fallait leur reconnaître du courage. Il n'était pas de ceux qu'on intimide avec une salve d'artillerie. Si la bataille s'engageait, elle ferait de nombreuses victimes. Si la fuite pouvait éviter cela, Sverd choisirait la fuite. Tout de même, dit Uriel, je n'arrive pas à y croire. Jamais je n'ai entendu dire que la confrérie avait l'intention de s'en prendre directement aux Mirins. Moi non plus, précisa Sverd, mais le fait est là. C'est moi qu'ils veulent, dit sombrement Jarvis. Quand ils ont vu tes voiles à l'horizon, ils ont compris que je pourrais les jouer assez longtemps pour trouver refuge auprès de toi. Ils n'avaient que 3 navires, leur chance devenait insignifiante. Voilà pourquoi ils ont abandonné tout de suite. Kildare est parti rameuter toute la flotte. Il avait peine à croire qu'un homme pût engager une bataille qu'il avait toutes les chances de perdre, simplement pour assouvir sa vengeance. Mais Kildare avait la rancune dévorante. Pour purger cette haine, il n'hésitait pas à risquer la vie des siens. Le plus surprenant était encore qu'on le suivit dans sa folie. Je dois rejoindre la Venflo, décida soudain Jarvis. Le cristal peut nous aider, si ces espions sont toujours en place. J'apprécie ton geste, dit Sverd, car je suppose que tu as dans l'idée de les attirer plus loin. Mais je ne te laisserai pas faire. Écoute, je ne pense pas que Kildare osera t'attaquer. Ce qu'il veut, c'est continuer la poursuite. Seuls les 3 navires qui ne sont pas chargés en sont capables. Les autres sont là uniquement pour t'empêcher d'intervenir. Le calcul de Kildare était simple. Connaissant le personnage et son mépris des nomades, Jarvis n'avait aucune peine à reconstituer son raisonnement. Croyant les Mirins avides, Kildare acceptait de sacrifier la précieuse cargaison. Pendant que les nomades s'adonneraient au pillage, ces 3 navires rapides auraient tout le loisir de venir à bout de la Venflo. Tout ce plan reposait sur une monumentale erreur de jugement. Mais il fallait connaître les Mirins comme aucun chasseur ne les connaissait pour le savoir. Je ne te laisserai pas faire, répéta Sverd. Tu n'as aucune chance de réussir. Le cristal me tient informé de tout ce qui se passe à bord des navires ennemis. Si je peux atteindre un courant, je suis sauvé. Pour cela, il faudrait que tu pilotes la Venflo. Il est trop loin. Si tu tentes de le rejoindre, ils arriveront à temps pour te couper la route. Laisse-moi essayer. Et les gars qui t'accompagneront, tu y penses? Jarvis jeta un coup d'œil sur les bâtiments qui approchaient. Le jour était levé maintenant. On appréciait mieux les distances. Les 3 navires rapides gagnaient du terrain, mais les autres étaient distancés. Coupant là cet entretien inutile, Jarvis se précipita sur le gaillard d'avant. Il va recruter des volontaires, s'écria Uriel. Je sais bien, répliqua Sverd. Il faut l'en empêcher. Sverd plongea son regard dans le sien. Pourquoi demanda-t-il. Parce que tu crains qu'il n'y arrive pas, ou parce que tu redoutes sa réussite? Que veux-tu dire demanda Uriel sur la défensive. Si le chasseur coulait la Venflo, maintenant, avec son contenu, cela t'éviterait de te poser un certain nombre de questions, n'est-ce pas? Tu te trompes.
répliqua Urial. Je n'ai pas peur de partir, mais la Venflo est trop loin. Vouloir l'atteindre avant les chasseurs est une folie. Je n'ai ni le droit ni le pouvoir de l'en empêcher. J'ai protesté pour la forme, mais tu connais Jarvis mieux que moi. Si tu interdis à tes hommes de l'accompagner, Uriel se tut soudain. Cette discussion ne menait à rien. Sverd avait une idée derrière la tête. Pourquoi demanda-t-elle, pourquoi le laisses-tu faire? Parce qu'il est mon ami, et que je comprends quel lien l'attache à son navire, parce qu'il est un homme libre, et que ce n'est pas à moi qu'il revient de l'entraver, parce que si j'avais été à sa place, je n'aurais pas agi autrement. Ce n'est pas vrai, s'exclama Uriel, tremblant de rage. La vraie raison, je la connais. Tu veux voir le quatrième règne à l'œuvre. Sverd lui fit face. Avec ses yeux trop clairs dans son visage hâlé, Uriel semblait lire en lui. Néanmoins, il crut bon de s'expliquer. Jarvis a eu l'occasion de se frotter au cristal. Il l'a estimé digne de confiance. Je ne doute pas de son jugement, mais j'ai besoin de voir par moi-même de quoi est capable le quatrième règne. Pour se sauver lui-même, le cristal ne pouvait qu'accepter la confrontation. On verrait alors quelle était l'étendue de son respect pour ses futurs alliés, les hommes. Bismillah. 8 hommes tiraient durement sur les avirons. La mer calme n'opposait pas de résistance à l'étrave, mais la baleinière était profilée pour la stabilité, pas pour la course. De temps en temps, Gervis jetait un coup d'œil par-dessus son épaule et n'avait eu aucun mal à réunir les volontaires qui ramaient à ses côtés, malgré son interdiction de principe. Sverd ne s'était pas réellement opposé à ce qu'on mouille un canot. Pour autant, il avait eu raison de déconseiller sa tentative désespérée de rejoindre la Venflo. Jervis le savait avant de s'embarquer. Sa raison le lui disait. Le sloop était trop loin. Le trois-mâts de Kildare trop rapide pour qu'il puisse arriver à temps. Mais il n'avait pas envie de suivre le chemin de la sagesse. La Venflo ne pouvait mourir sans qu'il eût essayé de le sauver. Et puis, à son bord, il y avait sa chance de voir un jour la terre. On ne renonce pas facilement à ses rêves. Pourtant, chaque regard jeté à la Venflo éteignait son espoir. Le sloop semblait s'éloigner à mesure que l'impatience gagnait les rameurs. Seul réconfort, les voiles Mirans se gonflaient une à une, preuve que les opérations de dégagement avançaient rapidement. Aussitôt libérés, les navires manœuvraient pour se porter à la rencontre de l'ennemi. Kildare avait bien choisi son angle d'attaque. Toute voile dehors, il profitait du maximum de vent, obligeant l'adversaire à naviguer au plus près. Les rameurs avaient parcouru environ la moitié du chemin quand Jarvis donna l'ordre de s'arrêter. C'est inutile, dit-il. Kildare ne se détournera plus maintenant. Il l'aurait déjà fait et il sera sur la Venflo bien avant nous. Le Weyhangst tentait à son tour de s'interposer. Lui aussi arriverait trop tard. Les navires Mirins ne pouvaient rivaliser avec des bâtiments conçus. Bismillah. L'appareil flottait à 1 mètre des vagues, juste au-dessus de l'épave de la Venflo. Il avait l'apparence d'un anneau parfaitement lisse, étincelant. Aucune aspérité, aucune marque ne venait altérer le poli du métal. On n'aurait pas su qu'il tournait sur lui-même si ce mouvement n'avait arraché aux vagues des embruns
qui formait autour de lui une brume diaphane. Surtout, sa taille inspirait aux hommes un respect craintif. 10 mètres de haut, 50 de diamètre. Comparé à cette masse, les navires semblaient dérisoires. Petit à petit, le brouillard se dissipait, la rotation ralentissait, elle s'arrêta enfin. L'engin restait suspendu dans les airs. Les chasseurs se tenaient à bonne distance, mais ne s'enfuyaient pas. D'ailleurs, toute fuite semblait impossible à qui avait vu l'engin fondre sur l'épave. Sa rapidité dépassait tout ce qu'on connaissait sur Thalassa. Les Mirins aussi avaient mis en panne. L'initiative revenait au quatrième règne. Je n'avais pas prévu cela, souffla Sverd à Uriel. Bien sûr, le quatrième règne n'avait nul besoin d'user de sa puissance pour dissuader les hommes. Il lui suffisait de la montrer. Sitôt à bord du Weyhangst, Jarvis rejoignit Sverd et Uriel. Sans un mot, ils contemplèrent l'anneau. Celui-ci sortit enfin de son immobilité. Avec une précision incroyable de la part d'une telle masse, il se déplaça lentement au-dessus des débris. Il va récupérer le cristal, suggéra Jarvis. L'anneau descendit. À son contact, l'eau se vaporisa, mais les volutes blanches eurent tôt fait de disparaître. L'appareil à moitié immergé flottait sur l'océan thalassien. Est-ce le vaisseau ou une navette demanda Uriel. La question s'adressait à Jarvis, qui, par l'intermédiaire du cristal, était susceptible de connaître l'aspect de l'astronef. Force lui était pourtant d'avouer qu'il n'en savait pas plus long que ses compagnons à ce sujet. Quand il avait reçu les images du voyage spatial, il les avait perçues selon l'optique du cristal. Or, pour celui-ci, seul comptait ce qui se passait à l'extérieur du vaisseau. Les appareils de mesure lui donnaient une image de l'espace, non de l'astronef. Néanmoins, malgré son ignorance, Jarvis voyait en cet engin le vaisseau lui-même en raison de ses dimensions. Il est bien petit, commenta Uriel. Interloqués, les deux hommes se tournèrent vers elle. Elle ne plaisantait pas. C'est bien la dernière chose que j'aurais pensé de ce colosse d'acier, observa Sverd. Parce que tu le vois de l'extérieur, répliqua Uriel sans se démonter. Mais imagine 20 personnes à l'intérieur. Pour un Mirin, habitué aux problèmes posés par une population relativement importante quand on est sur 8 vaisseaux, l'espace paraissait des plus convenables. Il en fit la remarque. Tu as tort de comparer deux situations aussi dissemblables, dit-elle. Songe aux installations nécessaires au fonctionnement de ce vaisseau. La place prise par les réservoirs d'énergie, sans compter la nourriture, l'eau et l'oxygène. Évidemment, je n'avais pas songé à tout cela, reconnut Sverd. Et toi, qu'en penses-tu? Bismillah. Uriel avait tenu à accompagner Jarvis. Bien qu'il eût préféré se rendre seul à bord du vaisseau, le Hélanite éprouvait un certain réconfort à sentir la jeune femme près de lui. Suivant les indications de la voix, ils approchèrent de l'anneau à pouvoir le toucher. Le métal était encore tiède. Un orifice circulaire semblable à celui qui s'était ouvert dans la sphère leur livra passage. Ils longèrent un couloir tout juste assez large pour aboutir à une salle cylindrique. À mesure qu'ils avançaient, le couloir se comblait derrière eux. Il y régnait la même lueur orangée que dans la sphère. La petite salle pouvait contenir une dizaine de personnes. Les parois, absolument nues, n'étaient percées d'aucune porte. Une brusque accélération jeta les jeunes gens sur la paroi du fond. Tout d'abord, ils crurent que l'anneau avait repris sa rotation, mais Uriel fit remarquer qu'ils auraient été entraînés vers l'extérieur et non vers le fond. La cabine devait donc être une sorte de véhicule permettant de se déplacer à l'intérieur de l'anneau. Quand elle stoppa, une ouverture apparut dans la paroi. Elle donnait sur une sphère semblable à celle qui occupait naguère le centre du radeau d'algues. Décidément, le quatrième règne avait un goût prononcé pour cette forme. Il y avait cependant une différence. Le cristal sur le piédestal central était énorme, mais surtout, il y avait disposé tout autour de l'équateur une série de niches dont les occupants fascinaient les deux humains. Les créateurs, souffla Jarvis à Uriel, dont il sentait la main se crisper dans la sienne. Dans de semblables anfractuosités reposaient les végétaux, masse verdâtre parcourue d'un réseau brun. Leur système nerveux, mais les regards d'Uriel
et de Jarvis ne s'arrêtaient pas sur eux. Sans cesse, ils revenaient sur les formes accroupies qui, à leur tour, les observaient intensément. Ils te ressemblent d'une certaine manière, avait prétendu le cristal. À la lumière de ces révélations ultérieures, Jarvis en avait déduit que son interlocuteur s'attachait à la nature animale des deux espèces. Or la ressemblance était plus profonde, au point d'inspirer un malaise aux humains. Sans doute les créateurs éprouvaient-ils un sentiment analogue, avec leurs bras frêles, leurs yeux fixes et pâles, leurs jambes atrophiées et leurs crânes ronds. Ils ressemblaient à des caricatures d'enfants. Ces similitudes rendaient douloureuses les dissemblances. La mâchoire très avancée, qui formait un museau, la cage thoracique saillante, la couleur grisâtre de la peau, l'absence de pavillon auditif, l'ouverture latérale des paupières. Jarvis s'était senti plus à l'aise avec les champignons et avec le cristal qu'avec ces êtres si proches par certains aspects et par d'autres résolument étrangers. L'un des créateurs parla, ou peut-être tous, comment savoir. Les mots pénétraient l'esprit de Jarvis par l'intermédiaire du cristal. Le sens du discours restait flou, les créateurs accumulaient maladroitement des métaphores que les Thalassiens ne pouvaient comprendre. Il ressortait pourtant de ces paroles une insondable tristesse, une terrible lassitude pesait sur les épaules des gnomes gris. Ils nous remercient de venir les libérer des chaînes de la vie, résuma Jarvis à l'intention d'Uriel. Je sais, dit-elle, je les entends moi aussi. Son visage était livide, ses lèvres tremblaient. Jarvis aurait voulu trouver des paroles de circonstances impossibles. Il ne comprenait pas le sentiment des créateurs, lui en qui la hâte de découvrir des mondes nouveaux bouillonnait. D'innombrables questions se bousculaient dans son esprit. Est-ce là la salle principale du vaisseau demanda-t-il. Non, si tu fais allusion à la taille, répondit le cristal, il s'agit du poste de pilotage. Lequel d'entre vous dirige l'anneau? Nous tous, ensemble, le quatrième règne. Sur les écrans de contrôle tapissant la paroi, l'image des alentours du vaisseau apparut. Le bâtiment de Kildare attendait à quelques encablures. Il paraissait fragile. Je ne vois pas de commande, s'étonna Jarvis. Elles sont inutiles. Nous transmettons les directives par l'intermédiaire du cristal. Le reste concerne les machines. Ainsi, murmura Jarvis, je pourrais diriger cet appareil. La voix se fit sévère. Ce vaisseau n'est pas un engin de guerre. Nous ne permettrons pas qu'il serve à assouvir une vengeance. Il y a de la haine en toi. Et vous, répliqua sèchement Jarvis, comment traitez-vous vos ennemis? Nous n'en avons pas. Je ne vous crois pas. Le cristal a évoqué des prédateurs qui dévoraient les végétaux. Cela c'était avant. Le quatrième règne ne peut avoir d'ennemis. Il est indestructible. Un silence oppressé suivit cette déclaration dans les niches. Les créateurs usaient d'aimanter ces paroles. Cette association ne pouvait périr que par un mal interne. Immortel déchu, le quatrième règne luttait pour son existence. Le ressentiment que Jarvis éprouvait envers Kildare paraissait dérisoire en égard à ce drame. Quand partons-nous demanda Uriel pour rompre le silence. Le plus tôt possible, répondirent à travers le cristal les créateurs alanguis. Les créateurs respiraient une atmosphère riche en oxygène. Leur physiologie était telle que leurs aliments convenaient à l'organisme humain. Il n'y avait donc aucun obstacle matériel à l'embarquement des Thalassiens. Les 20 candidats proposés par Jarvis furent à sa grande surprise acceptés sans discussion. Parmi eux se trouvait Parson. Les adieux furent écourtés. On ne regarde pas en arrière quand on sait tout retour impossible. Cunan succédait à Sverd à la tête du clan. Le capitaine, en effet, s'était porté volontaire pour effectuer le voyage. Growan, au contraire, n'avait manifesté aucun enthousiasme à cette idée. Son seul désir était de retrouver les trois îles. Ce périple l'avait dégoûté des expéditions hasardeuses pour un bon moment. Il embrassa Uriel, serra la main de Jarvis, regardant longuement ceux qu'il avait entraînés dans une aventure dont nul ne pouvait prévoir les conséquences, puis il s'engouffra dans une écoutille, se refusant à assister au départ. Les 20 élus
pénétrèrent dans leur nouveau domaine sous la conduite du Rial. Jarvis fermait la marche. Ils prirent place dans le poste de pilotage. Les créateurs avaient fermé les yeux, enfouissant à jamais leurs rêves déçus sous la barrière de leurs paupières diaphanes. Ils ne respiraient plus. L'anneau entra en rotation. Les occupants ne s'en aperçurent que par le décalage des images sur les écrans de contrôle. La forme sphérique de la pièce répondait à une nécessité, maintenir le plancher perpendiculaire à la direction de la plus grande pesanteur. Puis l'image changea. L'anneau s'élevait rapidement. Quand il eut atteint une altitude suffisante, le vaisseau spatial s'immobilisa. Les deux flottes restaient en présence, sous la vague. Menace d'une lointaine présence. Depuis leur observatoire, les 20 pouvaient suivre les opérations. Les Mirins s'étaient placés de façon à répondre à une attaque de quelque côté qu'elle vint. La position des chasseurs était plus trouble. Son but atteint, Kildare se trouvait confronté à une escadre moins nombreuse, mais plus mobile que la sienne, alourdie par son butin, et surtout mieux armée. En outre, le point brillant au zénith ne lui inspirait rien qui vaille. À tout moment, l'appareil pouvait revenir. Il avait assisté au transfert des Mirins et n'avait aucun doute sur le parti que prendrait l'anneau. L'arrivée de l'appareil étranger prenait des allures de catastrophe à ses yeux. D'une part à cause de l'aide qu'il pouvait apporter à l'adversaire, et surtout parce qu'il avait ruiné toute sa crédibilité auprès de ses sujets. Comment leur faire croire à présent que Jarvis et ses amis en voulaient au métal contenu dans les cales de ces navires? Au contraire, c'était lui, Kildare, qui faisait figure de pirate en détruisant les installations du radeau d'algues. Il avait dirigé le démantèlement d'un vaisseau de l'espace. Il jeta un regard inquiet sur les mâtures. Ces végétaux étrangers, incrustés dans les haubans, constituaient-ils une menace supplémentaire? Saurait-il, au contraire, les utiliser pour asseoir à nouveau son prestige? En attendant, il fallait se débarrasser des Mirins. Cap au nord, décida-t-il soudain. Nous ne rejoignions pas les autres? Demanda son second. Kildare, surpris d'entendre son ordre discuté, haussa les sourcils. Pour offrir aux Mirins une occasion de nous tomber dessus, il vaut mieux nous disperser au contraire. Si nous partons, nous laissons nécessairement les vaisseaux chargés en arrière. Or, nous sommes leur seule chance. Kildare soupira. Ne voyait-il pas cet homme borné que les Mirins avaient tous les atouts dans leur jeu, que la seule chance de leur échapper était de ne pas les intéresser? Inutile de perdre son temps à le lui expliquer. D'ailleurs, il protesterait. Son frère se trouvait sur l'un des navires que Kildare se proposait d'abandonner. Ne discute pas. Suis-je le capitaine, oui ou non? Le second ne répondit pas. Il baissa les yeux. Cette attitude était un aveu. Kildare avait commis une erreur de trop. L'équipage venait de le déposer. Abandonnant leur poste, les chasseurs se massaient sur le pont. Si tu crois que je vais me laisser faire, rugit Kildare. Ils en avaient le droit, bien sûr, mais Kildare se voulait plus fort que la loi de la confrérie. Il défendrait son titre, le harpon à la main. Écoutez tous, hurla-t-il, d'un geste brutal. Il repoussa le second du côté de l'équipage. Le vent faisait voler sa cape et ses cheveux. La colère décomposait ses traits. L'équipage figé attendait. Je connais votre décision, s'écriait Kildare. Je ne l'accepte pas. Nous mettons cap au nord et nous essayons de nous échapper avant que les nomades s'avisent de nous en empêcher. Tels sont mes ordres, et vous obéirez. Nous ne pouvons abandonner les autres, gronda une voix hargneuse. L'équipage a opté pour le regroupement, ajouta une autre. Nous fuirons tous ensemble ou bien nous nous battrons. Kildare les regarda avec mépris. Je vous ai donné un ordre. Si vous voulez effectuer le rassemblement, il faudra me tuer d'abord. Dans ses mains se balançaient deux harpons à corks. Ses yeux brillaient autant que leur fer. Les défis qu'il lançait étaient dignes de ce qu'il croyait être la grandeur. Quelques minutes plus tard, les voiles du bâtiment furent hissées. Les trois mâts se dirigeaient vers le gros de l'escadre. Il laissait derrière lui, flottant sur la mer, le cartouche de celui qui avait été le maître de la confrérie et qui avait préféré la mort à la déchéance. L'emblème se mêla aux débris de la Ravenflow.